Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. 7h41, vous êtes bien dans le 7-9 et nous sommes le mardi. Conclusion à 7h41, donc nous attaquons l'interview Sun Business qui nous est présentée par l'incontournable Clément Lessort. Bonjour Clément, comment vas-tu ce matin ? Et bonjour Thomas, merci, ça va très très bien. Je suis ravi de vous recevoir pour ce nouveau numéro de Sun Business et d'accueillir Benoît Van Ossel. Il est le PDG des Coteaux Nantais. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Clément. Alors, Benoît Van Ossel, tout a commencé en 1943, un petit retour en arrière, avec seulement 2 hectares au départ. On parle des Coteaux Nantais, dont vous êtes effectivement le PDG, et puis une exploitation qui s'agrandit, qui se diversifie. Mais je voudrais avec vous qu'on revienne sur la fin des années 60, les patrons à l'époque de cette entreprise, et comme peut-être en résonance à une année, ou en tout cas une époque d'opposition ou de résistance que les mouvements sociaux, on a pu connaître ces mouvements sociaux en France, décident de refuser les pratiques de l'agriculture conventionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était le début de ce qu'on a appelé le bio il y a quasiment 50 ans ? Oui, tout à fait ça. Les dirigeants de ce temps-là, c'était des gens très simples qui, ils étaient 2 associés et ils se sont rendus compte en fait, on ne peut pas continuer à vivre comme ça, à consommer des produits avec des pesticides, des fongicides. Et ils ont dit, il doit y avoir d'autres moyens de produire, de faire l'arboriculture un peu différemment. Donc ils ne savaient pas très bien comment attaquer tout ça. Ils avaient de l'expérience parce qu'un des frères des dirigeants avait commencé à attaquer le bio via une exploitation maraîchère avec de très très bons résultats. Et donc, ils ont commencé tout doucement à travers ça. Ils sont inspirés de certaines méthodes allemandes qui s'appelaient ANOG, dans lequel ils ont commencé à essayer de pratiquer ça. C'était entre l'agriculture biologique et l'agriculture raisonnée. Ils ont évolué tout doucement. C'était des années un tout petit peu galères, des années où il fallait un grand courage. C'était des pionniers, des vrais pionniers qui ont recommencé ça. Ils ont perdu 2-3 années de récolte. Et ils ont eu le courage de continuer et de ne pas remettre en cause un peu le côté économique. De ce temps-là, c'était vrai, c'était des gens qui ne regardaient peut-être pas le côté économique qu'on regarde aujourd'hui. Ils ont osé et ils ont vraiment apporté quelque chose de tout à fait innovant au niveau de cette approche en bio. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que le passage justement sur cette culture, effectivement, vous avez parlé de pionniers, ce passage sur la culture bio, dans les années 70, début 70, c'est 80% de perte de production. Est-ce qu'il ne fallait pas être un peu, effectivement, vous disiez peut-être audacieux, inconscient, ou un peu de trésorerie aussi peut-être pour tenir le choc? Comment est-ce qu'ils ont fait là? Non, c'était des gens qui vivaient avec très très peu. C'était vraiment des gens qui étaient, je dirais, des vrais agriculteurs à la base. Ils n'avaient pas du tout ce projet économique en tête. Pour eux, c'était réussir une partie de leur vie, réussir une partie de mettre en pratique un nombre de valeurs qu'ils avaient découvert. C'est ça qui était important pour eux. Et si vous voulez, l'exploitation, c'était également une dizaine de personnes. Donc ça n'a pas mis en cause vraiment la survie de l'entreprise. C'est des gens qui savaient vivre tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir. Et je pense qu'aujourd'hui, ce genre de pari est plus la même chose. Aujourd'hui, on se lance dans le bio. Il faut avoir du courage aussi, mais on sait qu'on a une longue période de conversion. Tout ça, ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas du tout où ils allaient. Ils ne savaient pas qu'il y avait des longues périodes de conversion. Ils ne savaient pas que tout ça, ils ont découvert. C'est là que j'ai eu beaucoup d'estime pour. C'est la famille Moreau, la famille Delobos. J'ai eu beaucoup d'estime pour ces 2 familles-là qui ont vraiment fondé cette entreprise et qui ont eu le courage de démarrer à la base. Alors une entreprise que vous rejoignez en 1999 avec la volonté de réorienter stratégiquement la société qui au départ faisait de l'arboriculture et puis du calibrage. Quelle est votre première contribution en tant qu'associé majoritaire quand vous arrivez en 1999 ? Bon, là-bas, c'était quand même une réflexion. C'était surtout aider ces gens-là avec qui j'avais discuté, qui voulaient réorienter l'entreprise, mais qui ne savaient pas vraiment comment faire. Et c'était vraiment étudier. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre mon temps calmement, parce que j'étais souffrant de ce temps-là. J'étais arrêté. J'ai un peu de temps de regarder la vie devant moi. Et j'ai pris le temps d'analyser ce qui existait, ce qui étaient toutes les valeurs de l'entreprise, et sur ces valeurs-là, ce qu'on pouvait construire pour l'avenir. Et je me suis rendu compte que il y avait vraiment une activité principale
d'arboriculture. On faisait 88% de notre chiffre d'affaires avec la production des pommes. À ce temps-là, on avait déjà une vingtaine de variétés de pommes. On faisait très peu de transformation. C'était Michel Delomo, qui est mon associé aujourd'hui, qui était le premier qui a démarré un peu la transformation avec des jus de pommes, avec un peu de purée, un peu de compote, c'est tout petit. Donc première chose que j'ai dit, il faut étudier l'avenir de cette entreprise. Je me suis rendu compte qu'elle allait avoir une énorme demande pour le frais, parce que c'est ce que les gens, vous voyez bien aujourd'hui, la consommation, c'est pas trop trompé. Ce qui est vraiment le bio, ce qui intéresse les gens, sont les fruits et légumes bio à la base. C'est vraiment la base, c'est ça. Donc je dis, il faut réorienter l'entreprise. On a un nombre d'hectares, on va développer le nombre d'hectares, on va essayer de trouver des terrains et essayer de continuer la production fruitière. Secundo, en faisant ça, je me dis, on fait un peu de transformation, mais on faisait de la transformation, on avait des produits uniquement disponibles de septembre jusqu'à novembre. Je dis non, il faut créer vraiment une filière dans laquelle on va avoir tout disponible entre le mois de septembre et le mois de juin, parce qu'un distributeur ou un partenaire peut être livré toute l'année, il faut une continuité. Donc avec un calendrier variétal qui vraiment vous permet d'exister tout au long de l'année sur toutes les saisons. Ça a été un gros travail dès le début. Quand je suis arrivé, j'étais un peu touché par le fait qu'on avait terminé au mois de mars-avril. Et puis il y avait plein de gens, plein de familles qui étaient là, qui n'avaient pas de travail. Donc moi, c'était très important de trouver des cultures complémentaires qui permettaient d'avoir vraiment une longévité tout au long de la saison et garder les emplois et maintenir les emplois. Parce que la richesse d'une entreprise comme ça, ce sont les emplois, c'est tout le personnel qui est là avec nous. Moi, c'est la plus belle chose, je pense, d'avoir démarré avec une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, on est, en effet, comme vous avez dit, on est plus de 125 personnes et ce sont encore les mêmes qui sont là. Alors, vous avez démarré avec une quinzaine de personnes et pour continuer à parler chiffres, début des années 2000 ou 99, quand vous arrivez, 880 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 15 millions en moins de, ou en tout cas quasiment 20 ans, un peu plus de 20 ans. Quelles sont les bonnes décisions que vous avez prises pour devenir aujourd'hui, il faut le dire, le leader européen de l'arboriculture en biodynamie ? Vous savez, c'est de l'intuition, c'est de la vision un peu. Je pense que c'est un grand travail d'échange. D'abord, aller sur le terrain, voir ce que le consommateur attend, vraiment ce qu'il attend. Après, ramener toutes ces idées-là et puis travailler en équipe. J'ai la chance d'avoir deux associés avec qui je m'entends hyper bien, Michel Delomo et Robert Dugas. Avec nous trois, on a monté quelque chose. On s'est inspiré de ce que la terre pouvait nous donner et ce que le marché nous attendait de nous. Et moi, j'ai fait l'interaction entre ce qu'on est capable de produire et ce que, je dirais quelque part, le consommateur final recherchait, un produit de qualité, un produit local à la base. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il recherchait et avec vraiment une qualité organoleptique, une qualité de fruits différent des autres. C'est là qu'on a vraiment monté un projet tout à fait différent. Mais c'est l'association de, je dirais, et de valeurs, je dirais, et de compétences entre hommes qui a fait que l'entreprise on construit jamais tout seul une entreprise. Une entreprise, c'est se construit avec une équipe, avec des gens qui on a confiance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir trouvé là-bas. On oublie cette région, mais c'est une région où vous avez des gens qui travaillent. C'est toute cette région-là. Moi, je suis très fier de voir les gens, tout ce qu'ils font dans les vergers. Là-bas, nous, c'est les vergers. Il faut voir un peu la productivité. Moi, on en a parlé tout à l'heure. Moi, qui suis d'origine belge, je suis flamand. Là-bas, on est des bosseurs. Mais ici, j'ai trouvé la même ambiance. Des gens qui bossent, des gens qui s'engagent, qui sont là. Dans les vergers, on a une équipe aujourd'hui de 19 personnes en permanence. Ces gens-là, ils sont là du matin, midi au soir. S'il faut travailler le week-end, parce qu'il y a travailler le week-end, parce qu'en bio, on peut pas. Il faut toujours prévenir. Donc, c'est toute la prévention. Eh bien, les gens, ils sont là le vendredi, le samedi, le dimanche. Il faut donner un coup de main. Des vergers, la transformation, la commercialisation des produits, 2 magasins physiques, un à Vertou et puis l'autre à quelques encablures, à quelques mètres d'ici, sur le marché de Talensac. Et puis, un réseau, un maillage que vous avez tissé avec des distributeurs sur l'ensemble du territoire. C'est quoi la politique de déploiement là pour vous? Comment vous la conduisez? C'était très simple. Le local ici, c'était garder l'exploitation parce qu'il faut avoir du local niveau de l'exploitation. Les gens veulent savoir d'où c'est produit, où c'est fait. Les gens viennent au magasin Vertou, viennent à Talensac, c'est du local. Après, on s'est bien entendu associé avec tous les magasins de la région. Vous avez des magasins ici bio de qualité comme Chlorophylle, comme les Biocoop. C'est des magasins qui tournent, qui ont tous nos produits. Donc c'est une chose très importante. Après, mon idée était de dire, c'est pas à nous, Cotonantais, de
commencer à livrer en direct des magasins, c'est pas notre métier. Nous, il faut pouvoir travailler sur un vrai réseau de distribution. Donc je me suis rapproché des distributeurs les plus importants du marché français et également des centrales d'achat, je dirais vraiment dans le circuit traditionnel bio, comme Naturalia, comme Satoris, comme La Vie Claire, comme Bio C'est Bon, il y en a plein aujourd'hui. Bon, alors sur le territoire national, des ambitions au niveau international, là comment ça se passe là, à l'étranger pour les cotonantais? C'est un peu dans mes gènes, donc moi l'international c'est une chose importante. Faut quand même savoir qu'aujourd'hui il y a deux choses qui sont importantes aujourd'hui pour moi pour réussir. C'est d'un côté l'innovation permanente dans l'entreprise et c'est le développement à l'international. Alors l'innovation, justement, vous en parlez, ça représente quoi la R&D là chez vous? Parce qu'on pense que c'est souvent dans les startups, dans les nouvelles technologies ou dans l'industrie. Dans le secteur primaire, comment est-ce que ça fonctionne cette R&D? Quel investissement ça suppose chaque année? C'est énorme. Et à l'abord la R&D au niveau de tout ce qui est recherche variétale, c'est en continu. Robert, mon responsable, qui sillonne, je dirais, les différents pépiniéristes européens à la recherche de nouvelles variétés. Moi, je vais au Salon mondial à Nuremberg, mais également à la Fruit Logistica à Berlin, où on rencontre en fait tous des gens qui ont des nouvelles variétés. Et là, on a un travail de fond à faire. On va déguster, parfois sur une journée, on peut déguster jusqu'à 80, 90 nouvelles variétés de pommes. Et on va voir ce qui peut nous convenir dans notre cycle de saison, parce que nous, le respect des saisons, le cycle est très important. Et après, on va en acheter, je dirais, une dizaine. On les plante chez nous, et puis on en a pour 4-5 ans de recherche. Donc on va voir tout ce qui se passe au niveau de la variété, si le porte-greffe est bon, si le fruit a vraiment des fruits, sur des petits fruits, des grands fruits, s'il y a la résistance à la tavelure. Donc c'est beaucoup de recherche, ça c'est pendant 4-5 ans. Et si jamais après 4-5 ans, on a déniché 2-3 variétés qui nous plaisent vraiment, là on va investir, on achète 2500 pieds et il faut attendre de nouveau 5 ans de plus à avoir la production. Donc une recherche, c'est 10 ans pour avoir une belle variété de pommes de qualité. Donc c'est beaucoup de l'investissement. Quand on vous écoute, Benoît Van Ossel, on a le sentiment que c'est facile de réussir. Faites des bons produits, innovez, développez-vous à l'international et la croissance va revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français ne souffrent pas d'une hexagonalité aiguë ? Non, je pense que d'abord, il faut d'abord travailler localement. Moi, je pense qu'il faut d'abord avant de partir à l'international, avant de faire des choses comme ça, il faut être présent dans son territoire. Nous, tout ce qu'on a essayé de construire, c'est autour de Nantes à la base, avec des exploitations à moins de 30 km de Nantes. Aujourd'hui, on s'associe avec 8 autres vergers qui se trouvent à moins de 100 km des environs, de façon à avoir vraiment un produit, je dirais, made in Pays de la Loire, quelque chose qui est important. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est je dirais, la base de tout, de façon d'abord, quand on est solide sur son marché français, quand on a vraiment bien assis le business sur le marché français, après, on se lance dans l'international. Et là aussi, il faut une démarche très structurée, il faut avoir des compétences internes, il faut embaucher des gens qui parlent anglais, qui parlent allemand. Au Coton-Nantais, il y a une toute petite exploitation, mais j'ai des gens qui parlent parfaitement anglais, parfaitement allemand, parfaitement espagnol. Donc, on est vraiment, il faut se blinder. Et moi-même, il faut que le chef d'entreprise, moi-même, ait une vraie stratégie à l'international, une vraie volonté de réussir à l'international. Aujourd'hui, Coton-Nantais, c'est 22% à l'international déjà. Et je peux vous dire que quand on exporte à Taïwan, on exporte au Japon, on exporte aux États-Unis, les marges ne sont pas les mêmes que sur le marché français. On parvient vraiment à faire du bon business quand on part à l'international. Benoît Van Ossel était mon invité de Sun Business. On aura beaucoup de plaisir à vous recevoir à nouveau et suivre cette belle aventure des Coton-Nantais. Et puis mon invité a choisi beaucoup de musique aujourd'hui. On a invité Méloman, Thomas. Oui, et puis origine belge oblige. La playlist My Sun Business commencera par du Jacques Brel, un grand classique. Amsterdam, on parlait d'international. Le port d'Amsterdam, entre autres, est un élément incontournable au niveau des échanges. Et puis il y aura du téléphone, The Mamas and the Papas. Voilà, beaucoup de titres, c'est éclectique, c'est à l'image de Sun. Et on vous remercie d'ailleurs pour cette playlist My Sun Business. Et merci à toi Clément pour ton invité My Sun Business de cette semaine. Une interview que vous pourrez retrouver bien sûr sur le site de la radio lesonunique.com dans la rubrique Sun Replay. Et le vidéocast sera disponible très rapidement sur nos chaînes YouTube et Dailymotion.